Bonjour à toutes et à toutes. On va attendre encore une petite minute, le temps que les gens arrivent. Jusqu'à 13h02. Treize heures trois, pardon, je me suis trompée. Je suis Chantal 𝗃'Bouchard, je travaille pour Première Urgence Internationale et avec le global, le groupe nutrition, le Global Nutrition Cluster. Du coup, je ne sais plus comment on le dit en français. Nous allons vous présenter aujourd'hui la matrice de mitigation des risques au travers du sous-groupe du Global Nutrition Cluster de le groupe climat, santé, climat nutrition. On va passer un peu plus d'une heure ensemble pour faire la présentation. Et du coup, c'était ma présentation pour le Global Nutrition Cluster. Vous pouvez, pour ceux qui ne parlent pas français, for those who are not speaking in English, vous pouvez utiliser le petit plus en bas en fonction de l'affichage que vous avez sur votre Zoom pour utiliser l'interprétation, donc le petit globe. Certains, ce sera un plus avec 3 petits points, d'autres un petit globe. Donc, vous pouvez choisir de faire l'interprétation en anglais, alors que le webinaire sera, lui, présenté en français. On va essayer de parler le plus doucement possible pour permettre à personne qui fait l'interprétation de bien suivre pour pouvoir faire de son côté aussi une interprétation adéquate pour les non-francophones. La version de la matrice sera disponible en anglais, en français et en espagnol. Donc, elle sera ouverte à tous. Je vais vous présenter l'agenda. Donc, l'ouverture est déjà passée. Nous allons ensuite passer à la présentation par le groupe et la matrice, le groupe de travail sur la matrice et sur les matrices, parce qu'il n'existe pas que la matrice centrée nutrition. Donc, le réseau environnement humanitaire fera une présentation, ainsi que les membres du sous-groupe de leur côté. Ensuite, avec Marie de Action contre la faim, nous allons vous présenter les détails de la partie santé et nutrition. Donc, ce n'est pas que nutrition, puisque bien sûr, la nutrition doit être intégrée dans la santé et vice-versa. Suivra une petite période de discussion et d'échange entre nous et une conclusion. Où je passe le micro à l'équipe suivante, Aline. Merci Chantal et bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je suis Aline, j'anime le réseau environnement humanitaire. Et avant d'entrer dans le détail du webinaire d'aujourd'hui sur la matrice MERA, on voulait vous rappeler le contexte de sa création et vous dire un mot sur le réseau environnement humanitaire, donc le РЕH. Donc c'est un réseau qui a été créé en 2012 pour mieux intégrer les enjeux environnementaux dans le secteur de l'aide internationale. C'est un réseau qui est ouvert à tout le monde. Donc, si vous êtes francophone, n'hésitez pas, et si vous êtes intéressé par les enjeux environnementaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez vous inscrire via le site internet du РЕH. On va mettre le lien dans le chat. Donc, j'ai oublié de le préciser, mais c'est un réseau qui est francophone. En revanche, le site internet est bilingue, anglais, français, et vous pourrez y retrouver toutes les ressources, les publications
qu'elles soient du REH ou plus généralement du secteur. Vous pourrez aussi retrouver les actualités. Et évidemment, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, vous pourrez retrouver la matrice MERA. Euh, le REH, c'est un réseau qui comprend 4 groupes de travail. Donc aujourd'hui, c'est le groupe de travail évaluation environnementale dont il est question, mais nous voulions préciser qu'il existe aussi un groupe de travail sur les enjeux carbone et en particulier la mesure, un autre groupe de travail sur la question de la gestion des déchets et un troisième groupe sur les achats durables et responsables. Pour aujourd'hui, je voulais dire quelques mots de remerciement. D'abord, tout particulièrement aux spécialistes nutrition et santé qui ont mené le travail de développement du module santé et nutrition pour la MERA, donc en grande partie Marie et Chantal, que je voulais remercier aujourd'hui. C'est un travail qui est très attendu puisque vous le savez, on manque d'outils pour évaluer l'empreinte environnementale des projets santé et nutrition, donc je crois que c'est un grand pas. Je voudrais aussi remercier tous les membres du groupe de travail évaluation environnementale, sans lequel ça n'aurait pas été possible non plus, et à la coordination assurée par Milena ces 6 derniers mois. Et enfin, au Global Nutrition Cluster pour ce webinaire. Et avant de passer la parole à Pierre-Louis, je voulais aussi rappeler que toutes les productions du REH sont des productions réalisées par des ONG membres, donc sur leur temps de travail bénévole et toutes les productions visent l'intérêt général, donc toutes les ressources sont en accès libre sous licence Creative Commons. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Pierre-Louis et si vous souhaitez en savoir plus sur le REH, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci Aline et bonjour à tous. Donc, je suis Pierre-Louis Bercion, spécialiste WASH chez Terre des Hommes. Et j'interviens dans ce webinaire au nom du groupe de travail et évaluation environnementale, donc du réseau environnement humanitaire. Alors pour commencer, peut-être quelques mots donc, sur le groupe de travail en lui-même, qui a développé cette matrice, donc la matrice d'analyse des risques environnementaux qu'on appelle MERA. Aujourd'hui, ce groupe est constitué de 8 organisations et avec un objectif principal d'aider les équipes à mieux intégrer les enjeux environnementaux dans les projets humanitaires. Concrètement, ce groupe il sensibilise les équipes aux enjeux environnementaux et à l'importance des évaluations environnementales. Il contribue au développement et à la diffusion des outils d'évaluation environnementale, plus particulièrement du 𝗵+, qui reste l'outil de référence pour le screening environnemental. Enfin, il explore d'autres outils que vous connaissez peut-être, comme le 𝗬drig ou l'EST, pour comparer les différentes approches. Et enfin, si un besoin vraiment spécifique est identifié et si le groupe en a les capacités, il peut développer des ressources et outils complémentaires, comme cela a été fait pour la MERA. En effet, c'est en testant les différents outils d'évaluation environnementale existants que le GT a identifié qu'il manquait aux équipes un outil simple et rapide à utiliser, même sans expertise environnementale, utilisable au moment de la conception du projet et capable d'aider à l'identification des risques environnementaux par activité et de proposer des mesures d'atténuation concrètes. C'est donc sur cette base qu'on a développé la MERA. Petit point final sur cette partie, un pilote, pour votre information, sachez qu'un pilote va être lancé dans les semaines à venir par les membres du GT et nous vous ferons parvenir plus d'informations en temps voulu. Voyons maintenant à quoi sert la MERA et comment elle est organisée. Donc, la MERA a été construite pour répondre à un besoin simple, donner au chef de projet, coordinateur technique, un outil rapide pour identifier les principaux risques environnementaux, puis sélectionner des mesures d'atténuation adaptées. Donc, la matrice est organisée de façon très logique et simplifiée dans un outil que je crois que tout le monde utilise, donc Excel. Elle est d'abord organisée par secteur. Donc, à ce stade, on a pu développer les onglets sécurité alimentaire et moyens d'existence, WASH, Shelter, et donc maintenant santé nutrition. À savoir aussi qu'un volet santé mentale et soutien psychosocial est également en cours de finalisation. Donc, la matrice est ensuite organisée par sous-secteur, puis par activité. Donc, cette structure vraiment simple, elle permet d'aller directement à l'essentiel. On filtre le secteur, on retrouve l'activité et on obtient une liste claire de risques possibles et de mesures de mitigation associées. La MERA sert aussi de base de données puisqu'elle rassemble l'ensemble des mesures d'atténuation les plus pertinentes issues d'outils et de guides existants, comme le 𝗵+, l'EST et les différentes exigences environnementales minimales des bailleurs de fonds. Slide suivante. Voyons maintenant quand utiliser la MERA et par qui.
la MERA doit être utilisée au moment de la conception du projet, puisque c'est là qu'on prend les décisions en termes de choix techniques, d'infrastructures, de volume d'activité ou de logistique. C'est aussi à ce moment-là qu'on peut prévoir des ressources nécessaires humaines, financières ou matérielles pour intégrer les mesures d'atténuation. Les principaux utilisateurs, donc on en a déjà un peu parlé, ce sont les chefs de projet, les coordinateurs programmes et les conseillers techniques, puisque ce sont principalement ces profils qui décident des modalités d'intervention et qui peuvent ajuster ensuite les propositions pour réduire l'impact environnemental de leurs activités. Enfin, la matrice peut être utilisée de façon participative dans les ateliers de travail avec des partenaires, des communautés, pour discuter des risques et prioriser les mesures. Il est important de préciser ce que la matrice MERA ne fait pas, pour éviter les confusions. Donc, ce n'est pas un outil de screening environnemental. Elle ne remplace donc pas un outil comme le NIT+. En réalité, elle fonctionne très bien en complément pour détailler les mesures d'atténuation après un screening rapide. Donc, finalement, nous, on recommande plutôt d'utiliser ces deux outils et de les associer. Ce n'est pas non plus une liste qui se veut exhaustive de risques environnementaux. Et enfin, ce n'est pas un outil spécifique à un contexte d'intervention. Donc, il y a besoin de contextualiser et d'adapter à la réglementation locale et au contexte opérationnel. En résumé, la MERA, c'est un support pratique, flexible, qui aide à structurer la réflexion et intégrer la prise en compte des risques environnementaux dans la conception du projet. Slide suivante. Voyons maintenant rapidement où vous pouvez trouver la matrice. Donc la MERA, comme on l'a dit en introduction, en français, en anglais, en espagnol, se trouve sur la page web dédiée du réseau environnement humanitaire. Le lien vous a été partagé dans le chat. Sur ce lien, vous trouverez également une note méthodologique pour accompagner les utilisateurs et un formulaire pour partager vos retours. C'est un point important pour nous parce qu'on veut que cette matrice soit un outil dynamique qui peut évoluer grâce au retour du terrain. Donc vraiment, on a cet objectif que ça reste un outil vivant, simple d'usage et réellement utile aux équipes opérationnelles. Voilà pour moi, je passe la main à Alberto. Merci. Ouais, bonjour tout le monde. Moi, je suis Alberto �ស៊𝗹𝗂 et comme Pierre-Louis, je suis aussi référent technique au assainissement hygiène et membre du groupe de travail à évaluation environnementale, mais je travaille pour Solidarité Internationale. Donc, comment utiliser la matrice MERA? Il y a une approche méthodologique qui est recommandée, mais pas obligatoire du tout. Ça commence avec réunir tous les acteurs qui connaissent les contextes. Ça peut être votre staff déjà, ça peut être des partenaires locaux, ou les représentants des communautés, autorités, etc. Et, euh, et après, identifier les risques environnementaux, les mesures d'atténuation qui correspondent aux activités que vous allez à mettre en place. Et identifier aussi les mesures adéquates, les ressources financières, humaines, logistiques à considérer dans votre projet pour effectivement intégrer ces mesures de mitigation. Si on regarde l'outil un peu plus en détail dans la prochaine diapositive, ici, on voit l'exemple du secteur sécurité alimentaire, mais tous les secteurs sont structurés de la même façon. Déjà, avant d'arriver au secteur, il y a effectivement une guidance note qui explique un peu comment utiliser l'outil et qui donne un peu l'historique qui était bien mentionné par Pierre-Louis. Après, effectivement, il y a une feuille pour un onglet pour chaque secteur. Et à l'intérieur du secteur, on trouve aussi une colonne, c'est vraiment très hiérarchique avec un sous-secteur. Et à l'intérieur du sous-secteur, on trouve les différentes activités. Et pour chaque activité, on a donc plusieurs risques identifiés. Et pour chaque risque, on a plusieurs mesures de mitigation proposées. Voilà. Si on regarde par contre la prochaine diapositive, et il y a aussi, pardon, les références qui étaient déjà mentionnées par Pierre-Louis. Donc, en fait, comme il disait Pierre-Louis, l'outil et les mitigations ont été repris par des documents existants, recommandations des bailleurs, NIT+, etc. Toutes ces références, ils sont dans l'outil et vous les pouvez trouver dans cet onglet-là.
Donc, de façon pratique, vous avez vu, c'est un outil très simple, donc il y a rien de difficile, mais il faut juste ouvrir l'onglet du secteur correspondant, filtrer par les sous-secteurs et après l'activité pour éviter effectivement de perdre du temps sur des activités qu'on ne va pas de toute façon à mettre en œuvre dans notre projet. Et là, de façon un peu pratique et avec l'expertise qu'on peut avoir, sélectionner les risques environnementaux et les mesures d'atténuation les plus pertinentes. Après, on a dit c'est un outil très flexible, ouvert, etc. Vous pouvez ajouter des colonnes aussi pour rajouter des informations, comme par exemple le budget nécessaire ou les ressources nécessaires, ou n'importe quelle autre information que vous avez besoin pour bien planifier votre projet et pour bien intégrer les mesures d'atténuation dans votre projet. Et je laisse la parole au prochain intervenant. Ça marche. Bonjour. Donc, je suis Marie Pétry, je travaille pour Action contre la faim dans le secteur nutrition santé. Et comme Chantal vous l'a dit, nous avions travaillé ensemble sur cette matrice. Alors effectivement, on vous a présenté avant la structure de la matrice, mais vous verrez que la nutrition santé, on aura une colonne en plus parce qu'on a fait un atelier, une approche qui se présente par piliers, parce que conformément aux recommandations de l'OMS, on a voulu avoir une approche de santé publique intégrée et un continuum de soins qui sont fortement encouragés pour la prise en charge. Donc la santé et la nutrition sont ensemble sous les différents piliers. Et donc, nutrition santé est donc indissociable. Et Chantal va vous expliquer un petit peu plus ces différents piliers. Chaud, désolée, j'avais perdu ma caméra. Le coup classique. Donc oui, comme on l'a vu précédemment, donc la matrice de mitigation des risques environnementaux est un outil pour identifier, évaluer, planifier, mitiguer les risques liés à l'environnement pendant qu'on implémente X ou Y projet, pendant la mise en place, parfois en amont, parfois pendant et parfois même après. Donc, le but est vraiment de travailler sur ça. Donc, la structurer, c'est un travail qu'on avait déjà commencé dans le passé pour accompagner le NID+, et qui peut-être reviendra, mais il nous avait semblé, pour les acteurs de santé, le plus logique de la structurer par piliers, puisque les piliers du système de santé sont un petit peu ce qui régit nos actions au quotidien, que ça soit en urgence, en post-urgence ou peu importe le moment à laquelle on le fait. Donc, ça nous permet, comme le disait Marie, d'avoir une approche qui est cohérente, qui est intégrée et qui vient du coup intégrer la mitigation des risques lors de l'intervention, lors de nos interventions. Vous allez voir que beaucoup des interventions sont déjà connues, on y a déjà pensé. Ça a le mérite d'être rassemblé tout à un même endroit et de réallumer, si on peut dire, la lumière qui nous permet de dire ah ben oui, c'est vrai, je le savais, mais je ne le fais pas nécessairement de mon côté. Donc, pour ceux qui ne sont pas santé dans l'audience et qui ont quand même pris le temps de participer à ce webinaire, donc comme vous le savez, donc on a essayé de vous faire des slides en anglais et en français. Donc, comme vous le savez, le système de santé décrit par l'OMS, on peut dire, est subdivisé en 6 piliers à laquelle on pourra ajouter un pilier communautaire qui est ou non intégré dans le premier de la prestation des services de santé, qui du coup couvre vraiment toute la prestation des services, hein, de A à Z, donc effectivement de la communauté aux soins tertiaires, par exemple. Un autre des piliers qui est très important est bien sûr tout ce qui concerne le personnel de santé et tout ce qui peut s'approcher de près ou de loin, que ce soit le versement de leur salaire, la formation qu'on peut leur faire, les déplacements qu'ils auront à faire parce qu'ils doivent aller dans leur centre de santé,
Donc, ça couvre plusieurs parties sur ce sens-là. Donc, c'est important de voir comment on peut mitiguer les actions qu'on fait sur ce pilier avec les risques environnementaux. Le système d'information sanitaire, qu'il soit digitalisé ou non, aura un impact dans sa collecte, dans sa distribution d'informations, son partage d'informations, pardon, dans son analyse, lorsqu'on fait une enquête, par exemple. Donc, c'est un pilier qui est très important et qui, en fonction, en fait, j'aurais tendance à dire, a un impact sur l'environnement, qu'il soit digitalisé ou pas, en fait, puisque voilà. Le pilier des vaccins, technologies et produits médicaux, donc peu importe qu'on soit au niveau communautaire, au niveau des soins de santé primaires ou au niveau tertiaire, l'impact peut être important, que ce soit sur l'importation des médicaments, sur l'achat local aussi des médicaments, mais aussi, on va dire, sur parfois les kits qu'on peut inclure dans ce type d'intervention, et quitte que parfois on va aller chercher à des centaines de kilomètres en fonction de la grosseur du pays dans lequel on travaille. Je ne donnerai pas d'exemple, je suis sûre que vous allez le trouver tout seul. Le système de financement de la santé, donc encore une fois, il y a plusieurs étapes et plusieurs niveaux à laquelle on peut intervenir et qu'on peut essayer à notre niveau de réfléchir, de former et ou de sensibiliser sur les mitigations possibles. Le pilier le plus difficile pour nous de façon globale, hein, surtout quand on intervient en urgence, ou voire juste en post-urgence, et bien sûr tout ce qui est direction, gouvernance, leadership et gouvernance. Donc, mais néanmoins, on a proposé quelques petits ajustements et mitigations. Du coup, cette organisation-là nous semblait, comme le disait Marie, cohérente, connue majoritairement par tout le monde. Et vous allez le voir juste après avec les filtres. Vous pouvez filtrer en fonction de votre besoin, de votre pilier, et vous savez dans quel pilier vous devez aller. Et donc, par exemple, un logisticien, ce qui risque de l'intéresser, s'il regarde notre matrice, ben, ce sera le pilier vaccin et du coup, vaccin, technologie et produits médicaux. Donc, il pourra aller directement sur quelque chose qui l'intéresse. Donc, on a cru que ça facilitait l'identification des responsabilités, que ça permettait de prioriser et de poser des actions correctrices, en guillemets, ou de mitigation. Mais mitigation, c'est un mot anglophone, même si on le connaît en français, et d'être aligné avec nos propres exigences personnelles en tant qu'organisation, parfois aussi avec celles du bailleur ou même des pays dans lesquels on travaille. Donc, renforcer la cohérence entre les pratiques de terrain, les standards internationaux, bailleurs, etc. Mais surtout, au final, pour avoir une qualité des soins en étant le moins impactant possible. Du coup, je repasse la parole à Marie, si je ne me trompe pas. Merci. Donc là, on va vous présenter concrètement la MERA et quelques exemples. Alors, je vais changer le partage pour aller sur la MERA. Voilà. Alors, comme on l'a présenté, il y aura les piliers qui sont en premier dans la colonne A. Voilà. Oups, pardon, il me manque un petit bout. Donc, nous avons le personnel de santé, les produits médicaux et nutritionnels, vaccination. Ouais, je ne vais pas tous vous les lire, mais celui-là, il est très important. Ce sont le système de santé et les prestations des activités. Et vous verrez qu'il y a un petit dégradé de couleur vert pour être sûr de
voir à chaque fois que vous changez de pilier. Voilà. Après, nous avons les sous-secteurs, les activités, les risques environnementaux et les atténuations. Au tout début, je remonte, vous avez quelques recommandations qui sont générales pour toutes les activités, comme la coordination avec le ministère de Santé, avec les différents groupes de travail, avec la communauté, des mesures qu'il faut prendre, des activités qu'il faut faire pour toute activité de sous-secteur ci-dessous. Voilà. En même temps, dans les activités, vous allez voir les mesures de mitigation et parfois, vous pourrez voir aussi qu'il y a certaines mesures qui sont plus de prévention et de préparation, comme par exemple à la ligne 22. Voilà, là vous pouvez voir que pour la formation et le renforcement des capacités de la population ciblée, là ce n'est pas toutes les formations, mais c'est justement des formations sur les risques environnementaux. Donc ce sont plutôt des mesures de prévention et de préparation pour éviter de mettre en place des mesures de mitigation. On a décidé de garder ces mesures parce qu'on trouvait que c'était important de les avoir dans la matrice. Voilà. Je crois que maintenant, après, on va passer sur des exemples plus précis et je te passe le micro, Chantal. Tu peux juste agrandir et aller à la ligne 4, du coup, si je me souviens bien. Même pour que les gens puissent lire un petit peu mieux. Du coup, je pense que tu peux agrandir un petit peu. Merci. Alors, du coup, on est... Attendez, parce que même moi... Donc, on est dans le pilier personnel de santé, comme je disais tout à l'heure. Donc, avec un sous-secteur qui va garantir un personnel de santé adéquat à tous les niveaux. Hein. C'est une définition classique et logique. Et en fonction comment dire, de l'activité qu'on va mener, si on est dans de la formation pure ou si on est dans de la planification, il y a des risques environnementaux associés qui vont être légèrement différents, à savoir, par exemple, sur de la planification, on sera peut-être plus sur un risque d'augmentation de la pollution atmosphérique, des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, et sur la formation telle quelle, on va peut-être être plus sur du personnel qui est non formé et qui fera une gestion inappropriée. Tu vois, par exemple, l'exemple classique, une gestion inappropriée de la gestion des déchets, par exemple. Et bien, du coup, ce qu'on voudra renforcer, c'est sur ce point identifié comme étant un besoin. Ben, du coup, on va aller travailler, on va aller former et on sait que ça aura un impact éventuellement sur le personnel parce qu'ils auront la connaissance des risques de médication qu'ils peuvent mettre en place pour le faire. Donc, par exemple, donc, dans les mesures d'atténuation et non de mitigation, on va former, par exemple, le personnel sur les normes internationales de base, par exemple, même sur les protocoles de prise en charge. S'ils font une prise en charge qui est adéquate, et je pourrais faire le lien, par exemple, aussi avec l'usage rationnel des médicaments, ben, s'ils sont bien formés, qu'ils donnent le bon médicament pour la bonne pathologie, du coup, ils n'auront peut-être pas besoin de plusieurs sortes différentes de médicaments différentes et ils n'en donneront pas trop non plus ou de façon inadéquate aux bénéficiaires. Donc, du coup, bonne formation, bonne utilisation, donc besoin de moins, par exemple, de consommables. J'aurais pu donner cet exemple un petit peu plus loin, mais c'est assez classique. Pareil sur la gestion des déchets. On peut, sur la gestion, voir des déchets, mais aussi dans l'utilisation
de certains consommables où on ne fera pas attention, par exemple, à se dire « Ah zut, je l'ai mal ouvert » ou « J'ai pas pris la peine de me laver les mains, il fallait que je me lave les mains, allez, je jette ». Eh bien non, en fait, si les gens sont conscients que jeter plusieurs seringues parce qu'en fait, on n'a pas fait attention à la sepsie, bah, c'est dommage. Déjà, un, tu augmentes ton budget et de deux, bah, tu as un impact parce que tu as un déchet de plus à traiter et qui pourrait éventuellement rester dans l'environnement et pas être dégradé efficacement derrière. Pareil, quand on donne la formation en elle-même, on le voit souvent hein, par mesure de motivation, de bienveillance aussi. On va utiliser beaucoup de papier, de stylos, de photocopies qui seront souvent non utilisées derrière ou jetées derrière. Des fois, on va utiliser aussi des SharePoint qui seront pas réutilisés derrière ou dont les liens seront brisés et donc on devra en recréer d'autres. Donc, essayer de travailler un petit peu plus tout autour de ça. Donc oui, c'est tentant de donner les photocopies parce que c'est plus facile pendant une formation d'y avoir accès en visuel. Mais pour le coup, très souvent, on le sait, ces photocopies ne sont pas utilisées derrière. Le stylo finit au fond d'un sac qui n'est pas vraiment utilisé non plus. Aussi, choisir des salles, par exemple, un des exemples qui est donné, c'est de choisir des salles qui sont adaptées, qui sont pas, par exemple, surclimatisées pour 5 personnes dans un espace qui est extrêmement grand, comme un hall d'hôtel ou à laquelle on laisse la porte ouverte parce qu'en fait, il fait trop froid et que du coup, on veut faire rentrer de la chaleur. Donc, tout ce genre de mitigation qu'on peut faire et qui, ben oui, ça fait partie de la formation et du choix qu'on fera quand on va décider de choisir le lieu où on donnera notre formation. C'est important aussi de répéter souvent ces formations, d'avoir accès à une formation qui est continue et qui est adéquate à tous les niveaux du système de santé parce qu'il y a des changements qui sont récurrents et plus on est à la page, en guillemets, plus c'est possible pour nous, pas pour nous, mais pour la personne qui fera l'implémentation des soins ou qui va faire les budgets de son centre de santé ou qui aura multiples tâches différentes, d'être le plus au fait possible et d'être capable de réduire son impact. Dans les autres mesures d'atténuation, quand on fait notre cycle de projet et qu'on prévoit d'engager X ou X personnes et qu'on fait la planification et qu'on se dit je vais avoir besoin pour mon centre de santé d'engager un chef de projet, quelqu'un qui fait de la collection de data et tout ça. Ben, c'est basique, mais oui, si on peut privilégier le recrutement local, c'est beaucoup plus facile parce que si la personne habite à l'autre bout du pays, ben, c'est peut-être plus compliqué. Ben, c'est pas plus compliqué, mais ça aura plus d'impact parce qu'elle devra se déplacer. Il y a des pays où tu peux pas te déplacer tellement les distances sont grandes. Tu peux pas te déplacer autrement qu'en avion ou avec des moyens de transport qui sont très polluants. Et sans parler, bien sûr, des expatriés. Le plus possible, quand on planifie aussi de faire de la formation ou de la donner, ben, de s'assurer que justement la formation ne se donne pas à 2000 km de façon systématique, mais qu'elle est organisée peut-être plus de façon locale. Donc, c'est beaucoup plus facile en urbain, hein, je suis tout à fait d'accord, ou dans des petits pays où les distances sont moins grandes. Mais des fois, on peut aussi mutualiser avec d'autres partenaires, par exemple, pour pouvoir donner ce type de formation qui recoupe le même sujet ou parlera du même sujet. Donc voilà, c'est un petit peu un petit exemple. Donc je ne sais pas si vous avez réussi à lire un petit peu. Moi, j'ai essayé de vous résumer le sujet, mais ça fait partie des mitigations qui sont possibles. Je repasse la parole à Marie. Merci. Effectivement, nous avions parlé de la nutrition qui était intégrée.
Alors oui, la nutrition va pouvoir se retrouver dans chaque pilier et à certains, par exemple pour la RH, que ce soit RH pour la nutrition ou que le RH pour des activités de santé ou les deux, ce sera sous le même pilier. Mais nous pouvons aussi faire un filtre. Est-ce que Chantal, tu me confirmes que c'est assez grand, on peut voir? Bah, oui, mais on va voir quand tu vas aller sur la droite. Mais Voilà, pour le fil, tu peux peut-être agrandir un voilà, petit peu. Mais oui, enfin, moi, j'arrivais à lire, mais j'ai un double écran. Donc, voilà. C'est bien. voilà. Donc, nous pouvons utiliser le filtre, taper nutrition. Et là, il y aura aussi certains sous-secteurs où la nutrition sera plus précisée. Voilà, effectivement, il y a la gestion de la malnutrition aiguë. Il y a information sur la santé et la nutrition, éducation et promotion de la santé, éducation nutritionnelle avec comme activité promotion des pratiques culinaires. Ça, effectivement, ce sera une activité précise pour la nutrition. Comme exemple, par exemple, dans les risques environnementaux, la déforestation due à la surexploitation du bois, déchets provenant de pratiques culinaires inappropriées. C'est un secteur qui peut être aussi en partie lié avec le secteur de la sécurité alimentaire. Donc là, on donne quelques exemples, mais on en fera référence aussi. Et vous pourrez voir aussi que pour certaines activités, par exemple, on fera référence aussi au secteur WASH, où on donnera 2-3 exemples, mais on référera aussi à la matrice WASH. Voilà, donc, pour expliquer un petit peu plus le fonctionnement. Si l'on reprend aussi, par exemple, l'autre exemple de la gestion de la malnutrition aiguë, l'activité, la supplémentation en micronutriments. Nous pourrons voir comme risques environnementaux qu'il y a la pollution due à l'accumulation, à l'incinération ou à d'autres modes d'élimination des déchets solides et d'emballage, et à la dégradation des déchets plastiques et pénétration dans les écosystèmes de la flore et de la faune. Comme Chantal vous en parlera un peu plus précisément après, les médicaments aussi, selon leur destruction, peuvent aussi impacter le système. Donc là, les mesures d'atténuation qui sont proposées, c'est d'utiliser des clauses contractuelles pour garantir que avec les fournisseurs qui réduisent au maximum les emballages, donner préférence à des fournisseurs qui fournissent des emballages qui sont, dont on connaît, qui sont des emballages biodégradables ou recyclables. Devoir appeler pour les appels d'offres, là aussi, donc ça demande tout un travail avec la logistique. Et par exemple aussi, si les bénéficiaires doivent... Oups, pardon, je crois que... Oui, voilà. Excusez-moi, j'ai mis ça en grand, donc ça part trop rapidement. Et donc, par exemple, aussi, si les emballages, si les bénéficiaires doivent venir plusieurs fois, demander aussi qu'ils ramènent, par exemple, leur boîte pour d'emballer ou qu'ils reviennent régulièrement. On peut mettre aussi des systèmes en place pour que les personnes reviennent chercher avec leur boîte et éviter d'avoir des déchets régulièrement à détruire ou qui sont souvent que l'on retrouve à côté du centre de santé ou qui sont jetés de façon sauvage. Voilà un système donc pour la malnutrition. Vous pouvez pour la nutrition, donc c'est un sous-secteur que vous pouvez trouver dans différents piliers selon vos activités. Chantal. Ouais, du coup, si tu repasses à la ligne 34. Hop. Et
dans le pilier des systèmes de santé, du coup, de la prestation de services, je vais y arriver, et voulu faire un petit point un peu plus spécifique sur les soins de santé essentiels, les préparations en réponse aux épidémies et aux maladies transmissibles. Donc, je ne vais pas nécessairement lire chacune des lignes, mais l'idée, mais tu peux les laisser les montrer, Marie, mais l'idée ici, c'est vraiment quand on y pense, c'est de voir comment on peut gérer les vecteurs de maladies de façon le plus efficace possible, entre guillemets, l'atténuation qu'on veut avoir sur eux, en limitant le plus possible la façon dont on le fait sur les impacts environnementaux, sur la santé et sur la santé et sur l'environnement. Ça veut dire qu'en continu, on doit évaluer le risque qu'on pourrait avoir et essayer de planifier les méthodes qu'on peut implémenter pour protéger l'air, l'eau, le sol. Donc, je pense qu'un exemple concret qu'on pourrait donner, l'air, l'eau, le sol et la biodiversité de façon globale, tout en étant capable de s'attaquer aux organismes. Donc, du coup, un des exemples classiques qu'on peut avoir, c'est la lutte contre les vecteurs qui causent le paludisme, par exemple. Donc, du coup, insecticides, des méthodes de prophylaxie qu'on fait dans plusieurs pays en amont de la crise ou enfin du pic annuel de cas de palu dans la zone de la période épidémique. Et du coup, il faut essayer de voir sur quels produits on peut travailler, puisque ça reste une façon de faire qui est très efficace et on voit que cette prophylaxie, en plus de d'autres méthodes, on va dire plus médicamenteuses, a un impact. Mais du coup, quand on fait cette action, est-ce qu'on peut essayer de trouver, déjà au-delà, on peut faire le lien avec la WASH bien sûr, mais au-delà des combats classiques de ne pas avoir de réservoir d'eau à proches, non couverts, etc., d'avoir des latrines qui sont couvertes, etc., pour éviter toute la prolifération des moustiques. En plus de ça, justement, si on doit absolument utiliser, parce qu'on est dans une zone à forte endémie, si on doit utiliser un insecticide, est-ce qu'on ne peut pas essayer de travailler sur des produits qui seront le moins toxiques possible et qui sont le moins possible néfastes pour l'environnement dans lequel on fait l'intervention? Et du coup, en parallèle de cette prophylaxie annuelle et de cette intervention annuelle, justement, renforcer tous les autres messages qu'on connaît. Hein. On les connaît depuis 20 ans qu'il ne faut pas avoir un réservoir d'eau qui n'est pas 20 ans. Je pense que je remonte même pas assez loin, mais qu'on ne doit pas avoir un réservoir d'eau à côté de la maison, que c'est un nid à moustiques, etc. Donc, il faut continuer à renforcer le plus possible pour être capable d'utiliser le moins possible des agents qui seront polluants et qui pourront avoir un impact sur la faune, la flore et même les gens qui sont autour, hein, parce qu'on le sait quand on utilise ce genre de produit, c'est impactant à tous les niveaux. Donc, chacune des actions qu'on pose en ce sens, mais même, par exemple, sur le système d'information en lien avec les épidémies, comment on s'assure qu'il est le moins impactant possible. Donc, voilà. Donc, on ne révolutionne rien, mais le plus possible être capable de mitiguer les informations. Et si on parle plus sur un exemple, je trouvais important qu'on parle un petit peu sur la ligne 6, Marie, sur un exemple de peut-être un petit peu plus spécifique à la pharmacie, qui du coup est dans le pilier vaccination, technologie et j'ai oublié l'autre, vaccination, technologie et produits médicaux. Pour le coup, on va être sur des risques environnementaux qui peuvent être très grands, puisque entre l'importation des produits, d'une part que ce soit nous qui importons les produits ou que ce soit au niveau local, parce qu'il faut faire attention à ne pas transférer le risque de l'autre côté non plus. Il y a des pays qui, bien sûr, produisent des médicaments et des consommables. On peut ou pas, en fonction de nos règles internes, les acheter localement.
Mais quand c'est pas des pays qui ont cette forte capacité, ils sont aussi, eux, obligés d'importer. Donc, il faut pas juste transposer le risque et de voir comment on peut les aider à mitiguer peut-être d'un côté, atténuer, pardon. Et de notre côté, ben, si on peut privilégier cette solution, c'est une des premières solutions. Travailler, par exemple, aussi, et Marie en a pas parlé, mais travailler, bien sûr, sur les emballages, même si on sait que, par exemple, pour les ATPE, ce n'est pas a priori, on saurait a priori que ce n'est pas nécessairement juste l'emballage en lui-même qui a le plus fort impact, mais aussi sa composition, parce que les produits peuvent venir d'ailleurs, ne sont pas produits, et là, on peut faire le lien avec la sécurité alimentaire. Les produits viennent d'ailleurs, ne sont pas travaillés de façon agroécologique, si on peut le dire comme ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de food sec dans le coin qui vont me taper sur les doigts après, mais qui ne sont pas faits de façon optimum. Donc, du coup, ça aussi un travail à faire donc, sur le produit en lui-même et sur sa composition. Sur son emballage, ça vient après. Mais encore une fois, je peux revenir sur l'usage rationnel des médicaments et sur comment on le travaille. Parfois, on peut le voir sur une clinique mobile. Le matin, on va partir avec plusieurs médicaments et finalement, on se rend compte qu'on n'avait pas besoin de tout. Il y a des choses qu'on apporte de façon systématique qu'on n'utilise pas et pour le coup ne sont plus conservées de façon optimum. Ben voilà, qu'est-ce qu'on en fait après et peut-être qu'on sera obligé de les détruire. Donc, réduire ce risque d'impact, pareil dans la comme on dit, dans la conservation et le stockage en lui-même des produits, mais de s'assurer que oui, c'est climatisé, mais moi, j'ai vu des pharmacies climatisées qui gardaient nos médicaments à bonne température, mais c'était dans des murs en tôle ondulée. Bah, du coup, oui, à l'intérieur, c'était frais, mais il y avait une énorme déperdition de chaleur. Donc, travailler sur chacun des plans pour être capable au maximum de mitiguer les risques et l'impact qu'on a sur notre environnement et sur la santé en général. Je crois que je te repasse la parole, Marie, pour un autre pilier, pour le dernier. Voilà, donc effectivement, on va vous parler d'un autre pilier où on en parle moins souvent, peut-être dans ce secteur de risque d'environnement, puisque ce n'est pas, on va dire, une activité en soi que l'on voit sur le terrain, comme la prise en charge des patients, mais c'est le système d'information et pardon, je vais prendre juste, voilà. Le petit dernier, le système d'information. Donc effectivement, dans le système d'information aussi, nous avons mis plusieurs activités. Il peut y avoir les activités de suivi. Vous verrez, il y a deux sortes d'activités de suivi. Il y a aussi la réalisation d'enquêtes ou de recherches, donc que ce soit des enquêtes plus avec des indicateurs de santé ou des indicateurs de nutrition comme les SMART ou les SENS qui peuvent aussi rentrer dans cette activité-là. Voilà, alors le dernier, c'est le financement. Donc, par exemple, si l'on prend les activités de suivi, on peut voir comme risque d'environnement que l'absence de considération environnement dans les activités sanitaires peut entraîner des dégradations effectivement non détectées des ressources naturelles. Et donc, spécialement ici, nous aurons surtout une augmentation de la population, perte de la biodiversité. Et pour vous donner des exemples un petit peu plus concrets, par exemple, quand on intègre la considération de l'environnement dans le suivi de l'évaluation, inclure la dégradation potentielle de la flore quand on fait des évaluations, mettre aussi ça comme indicateur et comme questionnement, comme question. On peut aussi élaborer un plan de gestion des ressources naturelles, prévenir la pollution, atténuant les risques pour la santé.
évaluer la résilience des établissements de santé des communautés. Par exemple, ça aussi, on peut voir comment on peut surveiller l'exposition à la résilience des établissements de santé par rapport à ça. On peut aussi renforcer les capacités locales, donc promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement dans la prestation de services. Et vous donner une autre exemple par rapport aussi au suivi des activités. Ça, ce sera plus dans le suivi des activités de ce que l'on fait régulièrement. Par exemple, la planification des activités de surveillance, on peut la faire en avance. A-t-on besoin d'aller à chaque fois, toutes les semaines ou tous les mois sur le terrain? Peut-on faire certaines activités par distance pour diminuer les déplacements par téléphone? Est-ce qu'on peut impliquer aussi plusieurs parties prenantes, des parties locales qui peuvent aussi nous donner certaines informations où on n'aurait pas forcément besoin de se déplacer? Et par exemple aussi limiter par exemple les supports physiques. Est-ce qu'on a besoin à chaque fois aussi d'imprimer, développer des questionnaires? Chantal en a parlé. Est-ce que tout doit être toujours imprimé ou est-ce qu'on peut parfois utiliser des tablettes 𝗃𝗶𝗆 ou autres systèmes qui auront un impact plus réduit sur le système de santé? Voilà. Donc en fait, ça rejoint aussi vraiment si on a une bonne planification aussi, par exemple pour cette activité d'évaluation et de surveillance, de voir lorsque l'on fait la planification, quelles sont les mesures que l'on peut mettre en place pour justement mettre des mesures d'atténuation en place. On en revient souvent aussi à une bonne planification. Voilà, je crois c'est fini maintenant pour les présentations, pour les exemples, et on va passer à un moment de discussion si vous avez aussi certaines questions. Ouais. Et juste avant qu'on passe à la période de discussion, donc on l'a déjà écrit dans le chat, mais juste pour rappel, donc la matrice est disponible en anglais, disponible en anglais, en français et en espagnol sur le lien qui a été partagé précédemment et qui sera repartagé à la suite de ce webinaire. Pour l'instant, si vous allez sur le site du AOH, elle n'est pas disponible, celle en français, parce qu'on fait les derniers petits fignolages pour les Espagnols, pour être sûr qu'on ne dit pas de bêtises, et que c'est bien fait. Donc, vous aurez le lien et un accès direct d'ici la fin de l'année pour se revoir la semaine prochaine dès qu'on a fignolé les derniers petits détails. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main, prendre la parole et à partager avec nous. Soyez pas timide. Est-ce que tout est clair? J'ai vu que quelqu'un nous demandait un support de cours. Je ne sais pas exactement ce qu'on entend. Je vois qu'il y a un petit... Ah, voilà. Je vois qu'il y a une autre question en anglais. Donc, il y a une question dans le Q&A qui est de Carmen. Qu'offre cette matrice? Donc, du coup, elle est écrite en anglais, donc pour les anglophones, vous pouvez la voir en anglais. Et pour les francophones, qu'offre cette matrice que le NID+ n'offre pas? Quelles lacunes comble-t-elle? Comme expliquait, je crois, Alberto au début, c'est une matrice qui est différente. Celle-ci propose des mesures de mitigation, alors que le NID+ nous permet d'évaluer les risques environnementaux. Je ne sais pas si vous voulez ajouter Pierre-Louis, Alberto ou Marie. Si je peux préciser, ouais. Le NID+ aussi a été développé dans certains secteurs, mais pour la nutrition santé, il n'a jamais été en fait finalisé et validé. Donc effectivement, ça n'existe pas dans le NID+, le secteur nutrition santé. Donc on a
on est allé aussi directement à la matrice MERA, qui est, voilà, pour les raisons dont Chantal a dit, et qui est aussi plus facilement accessible sur le terrain, parce qu'aussi c'est un Excel. Donc, voilà, donc c'est un Excel avec les filtres qui sera beaucoup plus facile à utiliser et qui demande moins de formation, comme le NIT+. Est-ce Idrissa, qu'on a répondu aux questions? Alberto, oui, vas-y, sinon il Oui, y avait une si je peux question. Vas-y, compléter. Alberto. Oui, bien sûr. C'est aussi vrai que les NIT+, à l'état actuel, on voit des recommandations qui ne sont pas toujours pertinentes au niveau des mitigations proposées, euh, parce que on peut encore l'améliorer. Et donc, la MERA peut aussi effectivement combler à ces problèmes-là et aider à mettre mieux en lien les activités avec des mitigations plus pertinentes, en fait. Mais effectivement, ils restent complémentaires. Je vois une question d'Idrissa dans le chat. Est-ce que vous avez un outil MERA de collecte et d'analyse à utiliser pendant l'évaluation? Est-ce que c'est possible que tu viennes développer ta question un petit peu? Parce que de mon côté, je suis pas sûre. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu lié à la question précédente, mais je ne suis pas sûre, hein. Euh, Idrissa, si c'est possible de prendre la parole. Il faut juste lever la main pour qu'on puisse te donner la parole. Ah, ah, et voilà, attendez-moi tous. Myriam, est-ce que tu peux unmute? Est-ce que essaie Idrissa, voir? Je vois que tu as levé la main. Ah voilà, attends. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à ouvrir. Donne-moi deux Allô? secondes. Oui, voilà, c'est bon, ça marche. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Vas-y, Idrissa. Ok, merci beaucoup. C'est bien fait de l'UNICEF Tchad. Mhm. J'utilise l'adresse de mon collègue qui m'a forwardé les liens. La question était de savoir si vous avez un outil qu'on peut utiliser en cas d'une évaluation rapide en situation d'urgence ou lorsque on veut préparer un nouveau projet, comme vous l'avez dit dans la présentation, qui peut être facile à juste à renseigner et à faire l'analyse en même temps. C'était ça la question. Donc, si je comprends bien, une combinaison entre le nid plus et la matrice MERA, c'est ça? Exact, oui. S'il y a quelque Pour chose l'instant, pour l'instant, non. simplifié, Ouais. facile à utiliser pour aller vite. Pour l'instant, non, parce que comme on disait sur la partie NIT, comme Marie le disait, sur la partie NIT+, il y a même pas l'existence de la partie santé pour l'instant, même si c'est quelque chose qui avait commencé à être travaillé. Donc pour l'instant, on a surtout les mesures de mitigation, mais je pense que si tu regardes la matrice dans le détail et que tu y vas par pilier, comme tu as des risques environnementaux qui sont évalués et qu'à côté, attends, je regarde les colonnes pour être sûr. Donc, tu as ton pilier de santé, ton sous-secteur, ton activité, ton risque environnemental et ta mesure d'atténuation. Donc, en fonction de ton activité, si tu pars, par exemple, sur prévention et contrôle des infections, mise en place d'équipes et d'enquêtes épidémiques, si tu lis ta mesure d'atténuation, qui est, par exemple, promouvoir les options de transport à faible émission, y compris les véhicules, etc. Je pense que si on part sur le transport spécifiquement en clinique mobile ou pour aller sur des endroits différents, ben, si tu as une flotte de 50 voitures, hein, ben, tu sais que tu as un risque sur l'environnement. Donc, comment tu pourrais le rationaliser dans l'implémentation de ton outil? Mais comme le NID plus n'existe pas pour l'instant, pour la santé, ben voilà. Je sais pas, Marie, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je crois que c'est bon. Puis voilà, c'est de développer un questionnaire
je veux dire, c'est vrai que ce serait un travail, je pense, assez énorme, puisque selon les contextes et pour chaque activité, parce que vous pouvez voir que la MERA, elle a déjà, je sais pas, 60, 80, 66 lignes, avec beaucoup de mesures d'atténuation dans chaque activité et sous-activité, ce qui fait que ça demanderait de faire un questionnaire, je pense, vraiment énorme. Donc, c'est peut-être, je sais pas, un jour, il y a un budget pour qu'il y ait toute une équipe qui travaille dessus. Ça pourrait être fait, mais on est encore loin d'être à ce niveau-là. Oui, et comme le disait Aline au début, hein, c'est du travail bénévole de notre part et c'est pour ça que même la MERA a pris autant de temps à sortir comparé aux autres. Déjà parce qu'il n'y avait pas de nid de plus sur lequel se baser, je pense, pour pouvoir avancer, même si on a récolté d'autres outils qu'on a capitalisés dedans. Mais du coup, ça a pris du temps et s'il y a eu une ébauche de commence de travail du nid de plus il y a quelques années, ça reste, tous les secteurs sont très très gros, mais c'est vrai que notre secteur s'interrelie avec tellement d'autres en plus que peut-être qu'à un moment donné aussi on se perd un petit peu en conjoncture et on a peut-être à l'époque voulu mettre trop de choses dedans. Mais comme j'expliquais, donc ouais, en allant un petit peu en lisant la mitigation, je pense qu'il y a moyen d'évaluer le risque. Ce qui me fait lier avec une autre question qui était dans le chat de Carmen de nouveau, qui nous demande si c'est recommandé d'utiliser le nid de plus en plus de la matrice. Donc, comme on l'avait expliqué précédemment, comme il n'y a pas de nid de plus pour la santé, pour le coup, oui, pour la santé et la nutrition spécifiquement, tu n'as pas trop le choix d'utiliser la MERA. Après, si à partir du moment où on veut, par exemple, explorer je ne trouve plus de terme en français, mais la 𝗂'𝗂𝗄, du coup, et l'atténuation des risques pas l'atténuation des risques, mais les risques environnementaux reliés à ça, peut-être que dans la matrice WASH, on trouvera plus de façon du nid de plus de façon d'identifier les risques et après donc la matrice pour pouvoir atténuer derrière. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter et si ça répond à la question. Oui, je peux parler peut-être pour les autres secteurs qui sont et dans les NID Plus et dans la MERA. C'est toujours utile de l'utiliser ensemble parce que en fait, la MERA, la NID Plus, pardon, a l'avantage de donner une analyse un peu automatique, disons. Mais on a constaté enfin, là, que les recommandations ne sont pas toujours pertinentes. Et donc, c'est bien à côté d'utiliser les MERA pour vérifier effectivement la pertinence des recommandations de NID Plus, mais aussi pour les compléter vu que dans la MERA, on a regroupé les recommandations du NID Plus, mais aussi d'autres documents de référence de différents bailleurs et de différents outils. Voilà. Donc, effectivement, encore une fois, elles sont très complémentaires. Marie, je te laisse répondre à la question suivante d'Idrissa, Oui. s'il n'y a pas d'autres interventions. Voilà. Oui, alors Idrissa aussi, c'est pour dire, je comprends bien la grosse question par rapport à la nutrition, mais ce qu'on a voulu voir aussi, c'est que nous, en tant que secteur humanitaire, on a le secteur santé d'un côté, on a le secteur nutrition d'un autre. Mais lorsqu'on va sur le terrain, dans le système des pays, qui fait la nutrition? Est-ce que la nutrition dépend du système de santé? Donc là, oui, effectivement, c'est la nutrition est attachée au système de santé, si elle est gérée par les centres de santé, par les relais communautaires qui sont liés au centre de santé. Donc là, je pense qu'elle intervient bien dans la MERA. Après, si c'est encore beaucoup plus au niveau communautaire qui n'est pas du tout lié au système de santé, effectivement, là, on approche presque plus aussi ce qui touche aussi au niveau de la sécurité alimentaire qui touche au niveau communautaire. Donc, peut-être, mais
on en parlera à la fin, la conclusion. Peut-être si, après un moment de pratique, on trouve qu'il y manque des activités de la nutrition qui ne sont pas du tout rattachées au système de santé là où on travaille, et qui ne sont pas du tout non plus rattachés à la MERA qui est de la FSL, effectivement, ce sera un point qu'on pourra avoir et qu'on pourra améliorer. Mais pour l'instant, pour nous, notre approche, notre façon de travailler, c'était de voir que, en général, ces activités sont reliées sur le terrain au système de santé. On a une autre question que je vais lire et j'espère sincèrement qu'Alberto et Pierre-Louis pourront venir m'aider, même si j'ai quelques petites idées. De Soumana, je voudrais savoir les mesures d'atténuation pouvant être prises dans les structures sanitaires avec une méthode d'incinération des déchets méconnue et aussi aux expositions prolongées des patients au matériel contre le bisphénol A. Donc, comme on part sur l'incinération, je ne sais pas, Pierre-Louis, Alberto, si vous voulez répondre, que je risque pas de faire trop d'impair, même si j'ai un début de réponse. Bon, je peux essayer, mais je suis pas non plus expert du sujet. Non, je sais qu'il y a des systèmes de filtration qui existent. Voilà, après, malheureusement, ils sont souvent très coûteux et pas adaptés pour nos terrains d'intervention. Alors, il faut regarder sur la matrice, hein, il y a alors pas spécifiquement sur le bisphénol, mais sur tout ce qui est pollution atmosphérique, il y a des recommandations dans la MERA. Voilà, je les ai pas sous les yeux là, mais il faut fouiller. Mais à mon avis, ouais, pour tout ce qui est bisphénol, je te laisse, Alberto, compléter si tu as des idées, mais je ne suis pas convaincu qu'on ait des solutions sur nos terrains d'intervention. Non, désolé sur le bisphénol, je sais rien à la vérité. Mais si je me rappelle bien, dans la matrice WASH, effectivement, il y a une partie sur l'incinérisation, et notamment sur l'incinérisation des déchets médicaux, mais on ne va pas plus dans les spécifiques que ça. Ouais. Et après, moi, si je peux ajouter juste sur l'incinération de façon globale, hein, et pas spécifique, tu l'as dit vite fait, Pierre-Louis, sur les filtres et tout ça, mais en général, quand on est un acteur de santé et qu'on va aller soutenir la mise en place d'un incinérateur, il y a des normes et des recommandations qui sont expliquées, je crois, dans la matrice WASH et légèrement un peu expliquées chez nous, mais c'est un peu défaussé en renvoyant vers les WASH, bien sûr, à respecter, en fait. Il y a des incinérateurs, il y a une façon de le construire. Il n'y a pas toujours besoin de l'importer et c'est pas toujours extrêmement coûteux. Ça peut être coûteux, mais enfin, il y a des normes à respecter. Ces normes sont là et elles sont déjà, comment dire, déployées et expliquées via l'OMS ou d'autres partenaires. Donc, c'est la première chose à faire, c'est de ne pas juste construire un incinérateur dans la cour du centre de santé en pensant qu'on a la technique. Il faut travailler avec des ingénieurs qui sont qualifiés dans le domaine et les outils qu'il faut. Donc, ça reste. Et du coup, après, quand on part sur le bisphénol, j'imagine que ça filtre aussi. Ça induit un coût, mais il faut penser à à l'environnement et deux, à la durabilité de faire les incinérateurs adéquats derrière. Et c'est pour ça que nos recommandations seront en premier de diminuer la consommation de tous les produits, voilà, et d'avoir des emballages biodégradables ou autres qui sont justement des mesures protectrices plutôt qu'après de réparation ou d'atténuation. Ouais. Dans le chat, c'est pas dans le Q&A, je vois qu'il y a une question de Domicile qui demande si il y a un outil qui présente succinctement tous les outils. Donc, je vois que Milena a répondu. Purée, ça va trop vite quand je déroule, mais je vois que Milena a répondu et a donné un lien qui fait la comparaison des outils existants. Donc, je vous invite à le copier. Et on pourra le repartager, j'imagine, peut-être avec le lien du webinaire enregistré. Et je lui ai aussi partagé quelques ressources. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, il nous reste un petit peu de temps. On peut finir en avance, on a tous plein de choses à faire, mais s'il y a d'autres questions,
n'hésitez pas à relever la main, à lever la main ou à parler, ou à poser la question dans le chat, mais vous pouvez parler, hein. Vous pouvez lever la main pour parler, mais il y a une question de Damien. Merci pour cette présentation et cet outil. Lors d'une analyse situationnelle de la malnutrition, type �υPC ou AMN, le MERA REH propose-t-il des outils pour explorer, comprendre les risques environnementaux qui pourraient contribuer, impacter la situation de la malnutrition aiguë en dehors des programmes et actions humanitaires en cours sur le contexte de l'étude? Mais il faut que je la... Marie, tu veux y aller? Moi, il faut que je la relise. Je ne suis pas très bonne de lire à voix haute. Il faut que je la relise. Donc, avant de répondre, il y a mon chat qui voudrait bien participer à cette session aussi. Lors de... Damien, tu peux lever la main aussi pour peut-être... Oui, si c'est possible, peut-être d'avoir l'explication à l'oral, parce que de ma compréhension, ce serait quels seraient les risques spécifiques sur la malnutrition. Mais je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Myriam va te donner... Elle va ouvrir ton micro, je crois. Myriam, can you give the floor to Damien? Parce que je crois que je peux pas, moi. Damien, je pense que tu peux essayer. Je pense que c'est bon. Damien? Hop, hop, hop. Hello, hello. Alors, Plusieurs dans la même pièce. Vas-y, je sais pas pourquoi ça. Je vais te... On t'entend pas. ouais, vous m'entendez? C'est bon? Désolée, on Oui. est avec 𝗹'𝘂𝗏 dans la même pièce. Moi, je suis aussi de Solidarités International, du coup, responsable du pôle sécurité alimentaire moyen d'existence. En attendant de voir si Damien peut prendre la parole, moi, je pense avoir compris la Allô? question. Oui, Ah bah voilà. ça y est, je peux prendre la parole. Bah, Ah, vas-y. vas-y. Merci. Bonjour à tous, merci pour cette présentation et la découverte. Pour ma part, c'est une découverte, donc je trouve ça un outil très intéressant. Ma question, je pense qu'elle est un peu, ce que je comprends de l'outil, c'est que l'outil est vraiment appliqué à l'action humanitaire dans le sens de l'impact des projets sur l'environnement. Mais moi, ma question, elle est plutôt liée au fait, quand on quand on s'adonne à un exercice d'analyse situationnelle, soit en d'autres termes, dans les analyses IPC par exemple, on va prendre une multitude d'indicateurs disponibles pour décrire la situation de la malnutrition aiguë dans un contexte spécifique. Au-delà du fait qu'il y ait intervention ou qu'il n'y ait pas intervention humanitaire ou de développement, on va juste s'intéresser aux indicateurs et aux déterminants de la malnutrition. Et je voulais savoir si votre groupe ou les outils que vous proposez permettent de regarder d'une manière spécifique le lien entre la malnutrition et le risque environnemental. Donc plus dans le sens de, on aurait des indicateurs environnementaux et on essaierait de voir est-ce qu'ils impactent la malnutrition ou est-ce que la malnutrition les impacte. Enfin bon, un peu dans cette idée-là, indépendamment du fait d'avoir une intervention ou pas. J'espère que que c'est clair comme question. Du coup, si je peux rebondir, oui, je pense que c'est clair. Enfin, ce que tu mettais aussi dans le chat me semblait clair. Et j'ai l'impression que tu as un peu répondu à ta propre question en disant que, en tout cas, l'outil MERA est un outil pour analyser les risques environnementaux des activités qu'on veut mettre en œuvre et non pas pour analyser comment les risques environnementaux pourraient contribuer à une situation de vulnérabilité, entre autres la malnutrition aiguë, comme tu le soulignes. Ça, c'est vraiment une toute autre méthodologie. Là, on a déjà les activités qu'on a prédéfinies, qu'on veut mettre en place sur le terrain, et on analyse les risques environnementaux de ces activités. Et non pas comment, en tout cas, les risques environnementaux peuvent contribuer à augmenter la vulnérabilité, des populations.
Après, il y a peut-être des choses qui peuvent se rejoindre, mais en tout cas, pour moi, tu as besoin d'un outil d'analyse autre pour faire ce que tu suggères. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. Au revoir. Je pense, Soumana, que ça répond aussi à ta question. C'était pas le but de cet outil, mais tu vois, d'évaluer, parce que Soumana nous pose aussi un peu la même question. Donc, c'était pas le but de cet outil. Donc, je ne sais pas si c'est un manque profond de la matrice, mais plus que c'était pas le but de cette matrice à ce moment-là, en fait. Hein. Là, le but, c'est sur les activités en général que nous, on implémente, comment on peut mitiguer les risques. Alors, il est bien sûr important de pouvoir évaluer les risques de l'environnement sur la santé, mais peut-être que ça peut se faire de façon globale, hein, que ce soit sur la nutrition, sur l'effet endocrinien, etc. Euh, mais ça reste des études qui sont très poussées, auxquelles je ne suis pas certaine, beaucoup de réponses pour l'instant. Mais c'est plus comme Aline, si tu veux prendre c'est plus intéressant si de ton côté tu veux prendre la parole plutôt que de le mettre dans le chat. Je pense que ça peut être intéressant aussi en fait. Hein. C'est une étape suivante et différente de la matrice en elle-même. Hein. Aline, je te donne la parole. Hein. Merci Chantal. Je pense qu'effectivement, c'est important de distinguer les deux. Et en fait, les deux doivent être pris en compte. Simplement, les impacts de l'environnement sur la santé, c'est plutôt de l'ordre du module de sensibilité environnementale que vous pouvez retrouver dans le NID+, par exemple. C'est la raison pour laquelle on considère que la MERA n'est pas un outil d'évaluation environnementale rapide. C'est bien parce Ouais. qu'elle ne permet pas ça. Donc normalement, un outil comme le NID+, avec son premier module de sensibilité environnementale, est censé le permettre. Après, on connaît aussi les limites de l'outil NID+, et le fait que on a, vu que c'est un outil automatique, on a aussi des résultats qui sont assez génériques. Donc malheureusement, pas toujours aussi bien contextualisés que ce qu'on voudrait. Mais dans le principe d'une évaluation environnementale rapide, il y a bien les deux composantes. Dans un premier temps, d'évaluer les vulnérabilités environnementales et les impacts de l'environnement sur les populations, sur leur santé, etc. Et dans un deuxième temps, on prend en considération les activités qu'on souhaite mener, le projet qu'on souhaite mener, et on regarde les potentiels impacts de ce projet et de ces activités sur l'environnement et les populations. Donc voilà, il y a bien ces deux composantes, simplement la MERA ne répond qu'à l'une d'entre elles. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, purée. J'ai fermé mon Q&A. J'ai vu qu'il y avait une question. Domitil, si tu peux lever la main pour prendre la parole. Je vais passer mon chat. Hop. Si tu veux expliquer ce qui est fait au sein du sous-groupe Domitil, tu es obligé de lever la main pour pouvoir parler. Que Myriam te donne... Donc, comme mentionné par Domitil, pardon, donc au sein du sous-groupe qui est co-présentateur, comme je le disais au début de ce webinaire, qui travaille un petit peu sur la crise climatique, la nutrition et l'impact. Tu n'arrives pas à lever la main, je suis désolée. Du coup, je vais essayer de résumer, je parle en ton nom. Donc, il y a justement un axe de travail qui travaille justement sur les analyses intégrées, les risques, au moins sur la partie nutritionnelle de l'environnement de son côté. Donc, et du coup, il y a plein de petites actions qui sont faites. Et j'imagine que sur la santé, il y a aussi d'autres groupes qui travaillent de façon plus globale et que de notre côté, on n'a pas nécessairement l'information à ce moment précis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Marie, je te laisse peut-être juste repartager la dernière slide ou l'avant-dernière, je ne sais plus, avec hop, avec la conclusion et à la fin,
le lien pour pouvoir poser les questions ou revenir vers le RH au besoin. Tu y arrives? Ah, voilà. Je te laisse faire la conclusion. Micro. Est-ce que vous voyez la... D'accord. On la voit, t'es juste pas en full screen, là. Voilà. Oui, donc maintenant, la prochaine étape, comme c'est écrit, ce sera la dissémination à travers les différents réseaux, qui va se faire très prochainement, juste à finaliser la traduction en espagnol. Et dans la présentation, vous a parlé aussi des autres MERA qui ont été faites avant, qui ont un temps d'avance, donc ont déjà eu des révisions. Par exemple, la MERA de la 𝗵𝗶𝗄𝗃 a déjà été utilisée. Il y a eu des retours qui ont été faits et ils ont intégré ces retours et maintenant ils sortent une deuxième version. Donc l'idée pour cette MERA, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on la dissémine, qu'elle est utilisée par chacun et que l'on puisse avoir vos retours pour avoir une amélioration qui soit faite régulièrement. Voilà, donc je dirais que maintenant c'est à vous de jouer. Et c'est sûr que dans cette MERA, vous pourrez voir qu'il y a des activités ou en tout cas des mesures d'atténuation que vous pourrez mettre rapidement en place, qui peuvent être faites pendant des réponses d'urgence, et d'autres, par contre, qui ont demande d'être mises en place sur des projets peut-être de plusieurs années. Donc vraiment, ce sera à vous de voir, de l'utiliser, de gérer cette matrice et de l'utiliser avec les filtres. Plus vous l'utiliserez, plus vous la trouverez sympathique. Voilà. Chantal, je ne sais pas si tu veux. Ouais, bah non, du coup, merci. Tu peux mettre la dernière scène, ouais. Donc, comme je l'ai dit précédemment, donc la matrice sera disponible sur le site du REH. Et vous pouvez déjà, elle sera d'ici la fin de l'année. Les autres matrices sont déjà disponibles, ainsi que tous les autres outils produits par les équipes en plusieurs langues, donc. Et tous les par le RH, donc disponibles sur leur site. Un mail de récapitulatif avec l'enregistrement d'aujourd'hui sera aussi partagé à la suite de ce webinaire, donc avec un accès en anglais et en français pour tout le monde. Et bien sûr, donc oui, toutes les ressources auxquelles on a parlé pendant le webinaire. Je ne sais pas, Aline, si tu voulais ajouter quelque chose, comme j'ai vu que tu avais mis ta caméra. Merci Chantal. Je voulais juste vérifier qu'on pourra bien inclure le lien de la matrice MERA avec le nouveau module santé-nutrition dans le mail qui sera envoyé. Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est... Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Et est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Oui, a priori, tu peux y aller, Domicile. Vas-y. Oui. Donc c'est 𝗵'𝗂𝗃, ça y est, apparemment, on a réussi à donner le rôle. Donc, juste comme il était dit, d'abord, je voulais remercier le REH, Chantal, Marie pour ce webinaire très intéressant. Et juste redire que donc on a au sein du GNC créé ce groupe de travail sur la crise climatique avec différents domaines de travail. Donc, un domaine de travail qui est effectivement sur regarder l'impact environnemental des actions de nutrition et de santé comme on a présenté aujourd'hui. Mais voilà, on a d'autres axes de travail, dont un où on va plutôt s'intéresser exactement à comment les crises climatiques affectent la nutrition des populations et comment analyser ces risques et quelles mesures mettre en place. Donc, ça, ce sont d'autres travaux et donc, juste inviter les participants, si ça vous intéresse, à la fois de visiter la page Internet, mais suivre les prochaines activités, webinaires qui vont venir
où on essaiera aussi de parler de ces différents sujets. Voilà, encore un grand merci à tous pour ce webinaire très, très intéressant. Merci beaucoup. Nous allons clore 4 minutes avant la fin pour vous permettre d'atteindre vos prochaines réunions qui vont suivre, j'en suis sûre. Merci à toutes et à toutes. Marie, si tu veux dire quelque chose, et sinon, Merci de votre participation. merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.